Bonjour à toutes et à tous. Pour ce nouveau numéro de Lyon Politique, je serai entouré aujourd'hui de l'ancienne élue lyonnaise et régionale Agnès Marion. Bonjour Agnès. Bonjour Alexis. À vos côtés, Romain Mels, l'universitaire, chercheur associé chez Triangle. Bonjour Romain. Bonjour Alexis. Et puis à mes côtés encore, Raphaël Ruffier-Fossoul, mon confrère. Bonjour Raphaël. Bonjour Alexis. Le rapide sommaire du jour, Morandini à la guillotière, trouble à l'ordre public ou coup de projecteur utile. Ahmed Nasser Al-Raïssi est le nouveau président d'Interpol. Lyon doit-elle demander à l'organisation de partir? Les chauffages sont interdits désormais en terrasse à Lyon. Est-ce une mesure pro-Covid? Et puis référendum sur le téléphérique ce week-end. S'agit-il d'un exercice impossible à prendre au sérieux? Les semaines passent et se ressemblent sur notre plateau. Tous les chemins mènent à la guillotière. Mercredi matin, CNews et Jean-Marc Morandini ont déambulé tant bien que mal dans le quartier lyonnais en compagnie du président du Rassemblement national, Jordan Bardella. Il y avait un comité d'accueil musclé, plus de 200 manifestants, notamment issus de l'ultra-gauche, et même les Dalton qui étaient venus faire des tirs de mortier d'artifice. L'émission Face à la rue a cartonné, 450 000 téléspectateurs. C'est un peu plus que Lyon Politique. Il y a énormément de réactions sur divers aspects de cette émission, la plupart étant négatives. Alors Agnès, l'une des critiques que l'on a le plus entendues, c'est que CNews avait été malhonnête en donnant une tribune déguisée à votre ancien parti, le Rassemblement national, en donnant l'impression aussi que la guillotière ressemblait à un champ de bataille au quotidien, alors que là c'était quand même un peu particulier. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces remarques ? Alors moi je suis d'abord contente qu'il y ait eu un coup de projecteur sur la guillotière parce que ça fait longtemps, moi comme élue, que j'ai essayé d'alerter sur les problématiques de ce quartier et que les habitants vivent quand même un enfer au quotidien et qu'en fait les différentes municipalités leur expliquent que tout ça c'est soit agiter des peurs, soit en fait c'est des fantasmes. Donc je suis moi assez contente de ce coup de projecteur et j'espère que ce ne sera pas plus possible désormais de mettre la poussière sous le tapis parce qu'il y a effectivement des problèmes à la guillotière. Alors, pas dans l'ensemble du quartier de la guillotière qui est beaucoup plus grand que la zone qui est délimitée autour de la place Gabriel-Péri, on est bien d'accord. Mais sur cette place et sur les rues adjacentes, c'est complètement un enfer et donc le coup de projecteur, pour moi, il me paraît utile. Après, il y a effectivement eu un trouble à l'ordre public, c'est pas du tout la faute de CNews ou c'est pas du tout la faute de Jordan Bardella, il faut quand même remettre les choses au clair. Le trouble à l'ordre public, il existe et c'est la faute des antifas qui ont quand même juste pris en otage ce quartier comme si en fait ils en avaient une sorte de... ils y dictaient leurs lois ou en fait ils étaient des représentants de la souveraineté de ce quartier pour expliquer qui a le droit d'y venir, qui a le droit de le montrer, qui a le droit d'émettre un avis dessus. Enfin, c'est complètement lunaire en définitive. Romain, cette émission a eu au moins un impact positif, c'est que subitement on a entendu tous les écologistes parler de la guillotière. Oui, j'ai vu votre édito, c'était marrant. Non, mais ce qui est un peu bizarre, c'est que, vous voyez, ça fait quoi, je sais pas, de 100 mètres carrés. Tout d'un coup, on a l'impression que la France entière s'intéresse à ces 100 mètres carrés de la guillotière. Alors, d'une certaine façon, c'est même. Moi, j'ai toujours considéré que Lyon était totalement inconnu de la France. Personne ne sait rien sur Lyon. Bon, il y a l'OL un petit peu. La gastronomie. Non, mais la gastronomie, vous pensez bien, vous demandez à un Toulousain, j'y pense qu'il y a une gastronomie à Lyon, il vous dira jamais de la vie. Non. Alors, la seule chose pour laquelle on est connu en France, c'est le tunnel sous Fourvière qui est bloqué. Parce que la France, et bon, ça change, ça reste un problème, vous voyez. Donc maintenant, on va avoir la guillotière. Bon, mais ça reste pas fondamental. Mais après, vous voyez, c'est 100 mètres carrés. N'importe qui du quartier vous dirait, oui, mais alors là, la place Mazagran, à 50 mètres de là, il y a tout autant de nuisances, c'est aussi insupportable. Et pourquoi est-ce qu'on ne va pas jusque-là, vous voyez? Donc c'est un peu insoluble, cette question-là. C'est pas ce coup de projecteur sur les... Alors, actuellement, c'est vrai. Alors du coup, effectivement, on sent, là, il y a 3 quarts de gendarmes en permanence depuis l'émission. Et donc c'est un calme incroyable. Effectivement, à chaque fois qu'on passe, c'est vrai que c'est sympa. Et j'imagine pour les riverains, c'est sympa aussi. Mais ça va pouvoir durer. Oui, mais Romain, il y a un coup de projecteur très particulièrement sur ce quartier, parce qu'en fait, c'est quand même un quartier où le casino et le McDo ferment plus tôt. Enfin, je veux dire, il y a quand même quelque chose de très spécifique, c'est-à-dire que même des grosses entreprises n'arrivent plus à se maintenir dans ce quartier. Enfin, c'est pas anecdotique, en fait, ce qui s'y passe. Oui, mais c'est 17h, c'est pas non plus... essayez d'aller à la poste n'importe où. Oui, mais en fait, quand vous sortez du boulot... Oui, mais quand vous sortez du boulot à 18h et que votre casino, il a fermé à 17h, ça complique un peu votre vie au quotidien. La vie des habitants, elle est objectivement perturbée. Oui, mais c'est le McDo. Et vous savez, le McDo, vous n'allez pas dire que vous êtes en faveur du McDo, Agnès. Non, mais du casino, oui. Ah oui, ok. Raphaël, on a vu que beaucoup de personnalités avaient été invitées par Jean-Marc Morandini et ont refusé d'y aller. Le maire de Lyon, Grégory Doucet, il y a eu le député Thomas Rudigoz, on aurait pu penser à notre ami Romain Blachier, qu'on a souvent sur ce plateau et qui nous parle de la guillotière où il habite. Ils ont tous refusé. Est-ce qu'ils auraient dû y aller pour apporter la contradiction à Jordan Bardella? Parce qu'effectivement, il n'y avait finalement que des gens du Rassemblement national à cette émission.
Non, mais c'est un spectacle politique, c'est un spectacle médiatique qui était assez navrant, donc je comprends qu'ils n'aient pas tellement envie d'y aller. Oui, mais c'est navrant parce que ça s'est passé comme ça, parce que finalement, ils ont refusé d'y aller aussi. Ouais, après, c'est une mise en scène qui est... moi, j'ai regardé un petit peu, juste sur la fin, quand on voit Morandini qui remercie Bardella en lui disant « Merci d'avoir eu le courage de venir ». Donc, on est des grands reporters de guerre, tous, parce qu'on y passe tous les jours, la guillotière. Alors que Koh-Lanta, ça a l'air beaucoup plus dur que Koh-Lanta. Vous ne mangez pas, alors remarquez, vous me dites, c'est pareil, si le casino est fermé, vous ne pouvez pas manger, comme si vous étiez à Koh-Lanta. Je ne sais pas si on peut faire Koh-Lanta à la guillotière, ça ne va rien donner. Aujourd'hui, on ne peut plus, en tout cas. Je vous propose d'avancer sur un autre sujet, parce qu'on parle souvent de la guillotière. On continue avec des personnages qui donnent une mauvaise image de Lyon. Il s'appelle Ahmed Nasser Al-Raisi, c'est un général émirati. Il est soupçonné d'être un tortionnaire dans son pays. Il est devenu, ce jeudi matin, à Istanbul, le nouveau président d'Interpol. On attend toujours les réactions outrées de la France. À défaut, on a eu celles de nos dirigeants écologistes, Grégory Doucet et Bruno Bernard. Raphaël, vous connaissez très bien le dossier Interpol. L'histoire d'amour entre Lyon et Interpol, le siège est dans le 6e arrondissement, on le rappelle, a connu des hauts et des bas à travers les années, puisque c'était en 1989 qu'ils se sont installés à Lyon. Est-ce qu'il est temps aujourd'hui de divorcer ? Je pense que ce n'est pas la bonne question. La vraie question, en fait, c'est est-ce qu'il faut fermer Interpol ? Parce que dès lors qu'on a une police internationale, un organisme de police internationale qui est utilisé par les régimes autoritaires pour pourchasser leurs dissidents, les militants des droits de l'homme partout dans le monde, c'est qu'on a quand même un vrai problème. Et donc la question, c'est surtout pas déménager Interpol, parce que du coup, ça voudrait dire quoi ? Confier un outil de police internationale qu'on a construit pendant 70 ans et le confier à la Chine, le confier aux Émirats arabes unis, le confier à Singapour, donc à la Russie, à des régimes autoritaires qui sont tout à fait prêts à payer pour recevoir cet outil-là, mais ce serait encore pire en fait. Donc non, l'objectif, c'est pas le faire partir, c'est de se poser la question aujourd'hui peut-être de fermer Interpol, parce que si on n'est pas capable de faire en sorte que cette police arrête d'être utilisée, instrumentalisée par les régimes autoritaires, c'est tout à fait insupportable. Moi, je pense que ce que Lyon pourrait faire, c'est favoriser l'émergence d'une ONG qui observe vraiment ce qui se passe au sein d'Interpol. On a Prison Insider qui regarde ce qui se passe dans les prisons partout dans le monde. La seule ONG sérieuse qui bosse sur Interpol, c'est Fair Trials. Elle était à Londres. Je trouve que la société civile lyonnaise s'est pas assez investie. On a effectivement l'honneur de recevoir cette institution internationale depuis une trentaine d'années à Lyon. Il est temps qu'on montre que Lyon peut être la capitale des droits de l'homme et est capable de s'organiser pour regarder ce qui s'y passe. Agnès, vous en pensez quoi de ce dossier ? Je suis assez d'accord avec Raphaël. C'est vrai qu'en tout cas, il y a une vraie question qui se pose sur le mode de fonctionnement d'Interpol, au-delà effectivement de son implantation à Lyon. C'est vrai qu'il y a vraiment un risque d'instrumentalisation par des pays autocratiques, et je crois qu'il y a une étude britannique sortie en mars dernier qui expliquait qu'en fait les notices rouges, donc qui sont les avis d'interpellation internationaux d'Interpol, étaient mises très fréquemment à disposition des États les plus durs de la planète. Donc effectivement, il y a une grande question à se poser, et elle est réavivée par le fait que cette nomination de présidence qui n'est qu'honorifique a priori, mais se porte quand même sur un candidat qui a un passé un peu trouble. Alors on peut lui prêter une présomption d'innocence, mais bon, a priori, il a quand même été accusé de torture et d'actes de barbarie, ce qui n'est pas rien. Moi, je m'interroge aussi sur cette capacité qu'on a quand même à donner des titres honorifiques à des personnalités qui sont controversées. Parce que je vois que ça réagit beaucoup, et je m'en réjouis, sur Ahmed El-Razi. Mais ça s'est déjà produit en fait dans l'histoire lyonnaise proche. Vous vous rappelez, au moment de l'inauguration de l'IFCM à Lyon, en présence de Christophe Castaner, de Gérard Collomb, M. Képénékian. C'est l'Institut de civilisation musulmane qui est dans le 8e. Oui, tout à fait. L'inauguration, elle s'était faite en présence de Mohamed Alissa, qui était alors secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, qui avait été ministre de la Justice d'Arabie Saoudite, et il avait procédé à 500 exécutions, il avait condamné à 10 ans de prison un militant des droits de l'homme, et il avait été roué de 1000 coups de fouet. Il avait défendu dans sa thèse universitaire le djihad armé, et pourtant, en fait, il venait inaugurer, vous voyez, Donc on a quand même toujours un rapport trouble avec ces États autocratiques et islamiques. Je pense que c'est aussi là-dessus qu'il faut qu'on s'interroge.
Romain ? Non, mais c'est quand même de la diplomatie, tout ça. Vous voyez, c'est toujours le problème de la diplomatie. Il faut des diplomates. Quand on a corrompu tous nos liens avec la Syrie pendant la vague migratoire en 2014, on l'a payé cher parce qu'on n'avait plus aucune information sur les terroristes qui étaient en Syrie et qui préparaient les attentats chez nous. Et on l'a payé très cher. Et donc, il y a évidemment un équilibre à trouver, mais on ne peut pas dire, sous prétexte que les gens sont des méchants, on ne leur parle pas. Le dernier directeur d'Interpol, il était chinois. Que je sache, la Chine n'est pas un parangon des droits de l'homme et de la démocratie. Et la plupart des présidents sont méchants en général. Hein. Voilà, et il faut bien parler à ces méchants, parce que sinon... ils sont méchants, et bien vous savez, de la diplomatie, on leur donne... Alors quant au fait de savoir si vraiment Interpol peut servir à la Chine pour faire de la répression contre les Chinois, j'ai quand même un doute. J'ai l'impression qu'ils ont leur propre service et qu'ils n'ont pas besoin de nous et nos petites notices rouges. C'est ce qu'on a encore enfin, c'est ce qu'on sait depuis des années. Et pourquoi ils auraient besoin de nous ? Pourquoi ils auraient besoin de nous ? Parce que d'Interpol. Mais Interpol, ça permet d'envoyer une notice de recherche aux polices du monde et donc d'identifier où sont leurs dissidents. Ouais. Oui, mais enfin, s'ils sont Donc, planqués les en faire France... arrêter aux frontières. Mais s'ils sont planqués en France, ils risquent pas grand-chose, les dissidents. S'ils sont en Chine... Il y a des dissidents enfin, il y a déjà eu des cas de... Oui, mais c'était des la police politique chinoise qui va chercher les dissidents chez eux. Mais ils n'ont pas du tout besoin d'Interpol pour ça. Ils ont pour retrouver où sont les gens, si, c'est comme ça qu'ils l'utilisent en fait. Pas forcément avec les notices rouges, aussi avec les notices vertes. Et je vous rappelle que, ce que fait la Chine, c'est qu'ils repèrent les dissidents et ensuite ils viennent les menacer de représailles sur leurs familles qui sont restées au pays, pour qu'ils reviennent volontairement d'eux-mêmes au pays. Ils ont des services de sécurité qui font ça, ils n'utilisent pas Interpol. Mais ça vous scandalise pas qu'ils utilisent Interpol aussi pour le faire ? Mais ils n'y arrivent pas, ça n'a jamais... Mais si, et je peux vous donner des cas, je vous renverrai sur des enquêtes, je vais vous redonner des cas notamment de dissidents iraniens qui fuient l'Iran parce qu'il est persécuté, et un passage d'aéroport en Syrie qui est arrêté grâce à une notice rouge d'Interpol renvoyé en Iran et qui est mort en prison. Et des cas comme ça, il y en a plusieurs. Il y a pas mal de journalistes pour des enquêtes qu'ils ont pu mener dans différents pays autoritaires qui sont retrouvés en difficulté. L'Iran et la Syrie n'ont pas besoin d'Interpol pour fonctionner ensemble. Ou un Turc, Bahar Kim Yong-gur, qui s'est retrouvé arrêté dans pas mal de capitales européennes, qui a fait de la prison dans des capitales européennes parce qu'il y avait une notice pour terrorisme qui était envoyée par la Turquie et que Interpol a laissé courir pendant très longtemps alors que tout le monde savait que c'était un militant des droits de l'homme. Et à chaque fois, ça a mis... Donc on rend la vie difficile des dissidents et des fois, c'est avec des conséquences dramatiques. Ça, c'est pas normal qu'on puisse laisser passer ce type de dérive. Oui, mais on ne peut pas couper tous nos liens avec la Turquie sous prétexte... En fait, c'est pas l'enjeu de savoir le président, parce qu'en réalité, le président, il a assez peu de pouvoir. Oui. C'est le directeur, et il y en a un directeur allemand qui a plutôt Donc, pris conscience, conscience des problèmes, parce qu'il y a eu une grosse mobilisation sur cette question d'Interpol ces 10 dernières années. Il y a eu des articles de presse notamment. Pour le coup, la presse locale, en partie, a fait un peu son rôle. Il y a eu des mobilisations et il y a eu des améliorations qui ont été faites. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a encore des trous dans la raquette. Et ça, c'est pas normal. Alors au niveau local, pour revenir à Lyon, on a quelques leviers que Grégory Doucet a déjà commencé à activer. Il a annoncé que Ahmed Mansour, qui est un poète émirati qui est actuellement incarcéré là-bas, serait fait citoyen d'honneur de la ville de Lyon. Ça sera le premier à avoir ce titre honorifique. Alors à voir si Ahmed Nasser Al-Raïssi décide finalement de ne pas venir à cause de ça, ça m'étonnerait. Le second levier, mais c'est bien de le faire, le second levier, c'est sur le financement de l'extension du siège d'Interpol, où on le sait, l'État français a demandé aux différentes collectivités, la ville de Lyon, la métropole de Lyon et la région de mettre la main à la poche. Et pour le moment, tout le monde est un peu sur ses gardes et demande à Gérald Darmanin de venir à Lyon et de faire une vraie réunion en disant concrètement qui mettra quoi sur la table. Est-ce que là, Grégory Doucet, qui est celui qu'on entend le moins sur le sujet, a raison potentiellement de s'opposer à ce financement? Agnès? Il n'a pas dit qu'il s'oppose au oui, financement. J'allais dire, c'est pas tout à fait ça. En fait, pour le moment, c'est effectivement celui qu'on entend le moins. On connaît moins aussi sa position. Ce qui était assez remarquable, c'est qu'effectivement, Bruno Bernard et Laurent Wauquiez, merci, ont co-signé, ce qui n'est quand même pas très fréquent, parce que pour le coup, ils viennent d'horizons politiques assez différents, une lettre. Je pense que ça, pour le coup, c'est un acte assez fort, c'est politique, de réussir à les réunir sur ce même sujet. Et c'est vrai que c'est assez judicieux de se mettre autour d'une table pour voir comment vont s'arbitrer ces financements, parce qu'effectivement, ce n'est pas à la ville ou à la région de se lancer dans cette entreprise-là si elle n'a pas des garanties de l'État. Et cette nouvelle présidence, ça doit venir s'ajouter dans l'équation ?
En fait, je pense que c'est des questions qui sont un peu de nature différente. Là, c'est savoir enfin, l'État nous demande de payer. Il faut savoir si c'est l'État qui paye, combien paye l'État, combien paye la ville, combien paye la métropole. Et Grégory Doucet, ce qu'il a dit, c'est qu'il veut savoir qui finance. Il ne veut pas s'engager à fond perdu dans le projet. Donc après qu'on finance l'extension d'Interpol, en soi, ça peut être dissocié de la question de savoir ce qui s'y passe. Moi, ce que je dis, c'est que ce qui est important, c'est qu'on soit capable de regarder comment ça se passe à Interpol et de faire monter la pression dès lors qu'il y a des trous dans la raquette sur la persécution des militants des droits de l'homme. Je pense que tout le monde sera vigilant sur la question. Aux Émirats Arabes Unis, il fera en tout cas plus chaud que sur les terrasses des restaurants et des bars lyonnais. Alors moins douteuse que ma transition, c'est une décision qui est prise par le maire Grégory Doucet d'interdire les chauffages et les bras zéro dans le but de réduire les émissions de CO2 cet hiver. Les professionnels l'accueillent très mal. Il y a même le patron du Café 203 qui a annoncé qu'il ne respecterait pas cet arrêté municipal. Est-ce qu'en pleine 5e vague de Covid-19, il faut choisir entre l'épidémie et l'urgence climatique ? Romain. Non, mais c'est-à-dire qu'on met un pull et puis voilà, de toute façon, on ne peut pas continuer avec ces bras zéro. C'est ridicule de réchauffer. La facture énergétique de chauffer dehors. De chauffer dehors, c'est hallucinant. On passe notre temps à essayer la métropole dépense des sommes considérables pour essayer d'isoler les logements et nous, on allumerait des chauffages dehors. Enfin, il y a quand même. Alors, je comprends bien, le Covid, c'est pas de chance. Mais alors, comme le Covid, visiblement, on est parti pour une dizaine d'années, on va pas tout arrêter à cause du Covid. Donc, il faut absolument qu'on arrête les gens, soit ils rentrent à l'intérieur et ils boivent, soit ils mettent un pull. Et puis, non mais regardez les expérimentations suédoises là dans les crèches qui sont arrivées à Lyon. L'idée, c'est maintenant. Ils picolent aussi. Ils picolent pas, mais ils ont. Oui, il faut qu'on picole plus en fait. Du coup. Nous. Sur si les on terrasses, va ça avoir chaud réchauffe. en terrasse, Ah oui, ça réchauffe, non, je crois pas. Mais non, mais c'est pas ça, c'est que maintenant, la nouvelle mode, c'est de mettre les enfants des crèches dehors toute la journée. Il paraît qu'en Suède, ils font ça H24. C'est très bon. Pour les habituer ? Parce que ça patouille, quand ça. Vous voyez, on est dehors, ils sont dans leur jardin, ça développe la motricité, ça renforce l'immunité. Ouais. Et donc, à Lyon, on a un plan très, très important qui est porté par. Steven Vasselin. Steven Vasselin, exactement, qui est l'adjoint de ça. Et il a mis tout le monde dehors. Alors, évidemment, ils ont des trucs spéciaux. Parce que vous ne pouvez pas passer toute la journée par -5 sans rien. Mais la crèche fournit ça. Et les enfants ne sont plus du tout, sauf pour la sieste, à l'intérieur. Eh bien, si les enfants sont capables, les enfants à 3 ans ou à 2 ans sont capables de passer toute la journée dehors dans leur crèche, je pense que nous, on est capable de se mettre une petite polaire et boire notre café et après rentrer dans une voiture chauffée. Où là, au moins, c'est fermé. Agnès, vous partagez le même avis que Romain ? Pas du tout. Évidemment, on n'est jamais d'accord. On n'est jamais d'accord. C'est pénible, ça. Non, mais je trouve que c'est une mesure qui est vraiment déconnectée au moment où précisément il y a un durcissement des règles sanitaires et que c'est une profession qui vient quand même... Ça tombe mal, c'est vrai. Ça tombe très très mal. Du coup, ça va réduire la surface de réception des établissements. Bah non. Comment ? Ça réduit en rien. Un petit peu quand même. Bah si, c'est-à-dire... des radiateurs, ça fait plus de place même. Oui, mais enfin, vous allez moins volontiers dehors et vous vous installez moins volontiers. Sachant qu'en fait, la profession explique que quand même les terrasses, ça représente 30% de leur chiffre d'affaires. Sur l'année, sur l'année hein, bien sûr. Et d'habitude, c'est ouvert que l'été, enfin sur une période un peu plus estivale, c'est pas ouvert l'hiver. Oui, mais en fait, ça a été quand même une manière d'agrandir les capacités des restaurants. Là, au moment où en fait, ils craignent de nouveau d'avoir des jauges et des fermetures, en tout cas, d'un point de vue des calendriers, c'est pas du tout pertinent pour moi. Enfin voilà, et puis en plus cet effet de surprise où globalement, en fait, du jour au lendemain, sans avoir même le temps de se préparer, la mesure repoussée dans l'année, ça leur donnait une année en fait, en gros, pour se mettre au clair, et puis peut-être aussi pour faire de l'écologie positive et travailler en concertation avec les restaurateurs, peut-être aussi s'engager sur d'autres plans qui permettent aussi de réduire son empreinte carbone, notamment dans les restaurants. Il y a quand même toute une problématique sur la gestion des denrées et des déchets qui est très consommatrice d'énergie et sur lequel, en fait, il y avait tout un volet sur lequel on ne les a pas du tout interpellés et ils étaient prêts à collaborer et qui aurait été peut-être beaucoup moins punitive et beaucoup moins impactante sur le chiffre d'affaires parce que ça reste quand même des entreprises qui ont quand même eu quelques mois de misère précédemment et auxquelles on redonne encore un coup de frein. Enfin, honnêtement, c'est ultra déconnecté. Et puis moi, Romain, je suis désolée, mais je trouve qu'en fait, on sort d'une période où on n'est pas sorti. Non, on n'en est pas sorti, mais globalement, on avait trouvé un petit... Et notamment les terrasses qui étaient quand même sur un extérieur. Et du coup, voilà, on a manqué de convivialité, on a manqué de vivre ensemble. Voilà, justement, on a manqué de relations humaines. Vous vous réchauffez en vous rapprochant. Et en fait, voilà, c'est encore un truc... En fait, on va sauver la planète et on va tous finir dépressifs. Enfin, moi, honnêtement, c'est quand même une gestion de pisse-vinaigre qui m'attriste, vraiment.
Raphaël, le problème peut-être, c'est qu'il y a eu tout un cheminement jusqu'à aujourd'hui, qui a été que la ville de Lyon expliquait que pour aider, après des mois de misère, les restaurateurs et les bars, ils allaient leur accorder l'autorisation de faire davantage de terrasses qui prennent la place de places de stationnement. Donc, super, ils pensaient qu'ils allaient passer un bel hiver, et puis tout d'un coup, ah bah ouais, vous avez le droit de faire votre place, votre terrasse, mais sans chauffage. Est-ce que là, il n'y a pas eu un souci de communication où il aurait fallu, dès le début, expliquer, plutôt que de se projeter en chevalier blanc et en sauveur des restaurants, et puis finalement pour leur dire au dernier moment, attention, en fait, ça sera à minima. On peut reprocher beaucoup de choses aux écologistes, mais enfin, couper les chauffages, ils l'avaient dit dans la campagne plusieurs fois, ils ont été très clairs là-dessus, et c'est devenu entre-temps une mesure gouvernementale, donc c'est même pas une révolution, c'est juste qu'il le faut un petit peu plus vite, à quelques mois près, que ce sera imposé au reste de la France. Donc moi j'adore Christophe Seda, moi je trouve que c'est un entrepreneur courageux et puis qui est très malin en communication, il fait ça super bien. D'ailleurs, tout le monde parle de lui encore une fois, c'est pas la première fois, mais là franchement il se trompe de combat. Au contraire, je pense que c'est un excellent moment pour le faire. C'est ridicule ces histoires de chauffer des terrasses. En fait, ça a l'effet inverse. C'est-à-dire qu'il m'avait expliqué, en plus, Christophe Seda, le gros intérêt du chauffage, c'est concurrentiel par rapport aux autres bars à côté. Quand il met le chauffage, les gens viennent plus dans son bar que quand il ne met pas le chauffage. Mais si tout le monde coupe le chauffage, en fait, les clients se répartissent naturellement. Et en fait, on a créé avec ces chauffages de terrasse l'idée qu'on ne pouvait pas être dehors l'hiver, que les terrasses, c'était forcément quand il faisait très chaud. Alors que partout en Europe, et partout dans le nord de l'Europe, on venait en terrasse, y compris l'hiver. Et même on laisse les gamins dehors dans la poussette avec un plaid, même quand il fait assez froid, et ça pose aucun problème. On gère le froid, on continue de sortir. Donc au contraire, on a profité du Covid pour étaler les terrasses, et je trouve que c'est très bien en termes de convivialité de la ville. C'est quand même vraiment très agréable de voir beaucoup plus de terrasses. Je trouve que c'est le bon moment effectivement pour les regagner pendant l'hiver, que les gens découvrent qu'en fait on peut tout à fait boire un verre en terrasse, même l'hiver, et au contraire, le chauffage, ça va limiter l'ouverture des terrasses en hiver. Donc non, c'est le moment culturellement, effectivement, de se passer du chauffage. On retrouve la méthode viking de Romain Meltz. Balancez votre enfant dans la neige tout nu, alors et moi, puis je suis dans 20 ans, il pourra aller en terrasse. Ça, c'est Raphaël. Moi, je ne sais pas qui balancer des enfants dans la neige. D'accord, mais en tout cas, après, du coup, 20 ans plus tard, il pourra être en terrasse sans chauffage. Absolument, oui, en petite, pieds nus. Voilà. Donc, pieds nus, avec une hache. Pensez-y dès maintenant. Terminons l'émission avec notre 4e sujet. Ce dimanche, les habitants de Sainte-Foy-les-Lyons et de la Mulatière vont voter un référendum consultatif qui est organisé toute la journée dans les 2 communes, dont les maires refusent, vous le savez, le projet de téléphérique. Vous commencez à connaître la musique. Nous sommes actuellement en pleine concertation sur ce projet qui est cher aux écologistes et qui doit relier d'ici la fin du mandat Francheville à Lyon par les airs. Raphaël, on a déjà eu le sondage commandé par la mairie de Sainte-Foy-les-Lyons. On peut s'attendre avec ce référendum à un nouveau rejet massif, parce que c'est plus facile pour les gens qui sont contre de se déplacer un dimanche pour aller voter. Est-ce qu'on peut prendre cette démarche au sérieux ? Non, mais en fait c'est assez navrant comme démarche, parce que le référendum, c'est un outil fort dans une démocratie. Et donc, ça doit être utilisé pour permettre au peuple de trancher. Donc, pour ça, il faut que ce soit au bon moment, il faut que la concertation soit faite, que tout le monde ait tous les éléments, qu'on ait organisé le débat. Donc, idéalement, un peu co-organisé entre les pour et les contre, qu'on ait bien défini le périmètre, et qu'une fois qu'on le fait dans des bonnes conditions, on laisse le peuple trancher et son avis est retenu. Là, ce qu'on fait, c'est de la mobilisation. Donc du coup, on utilise un outil de démocratie qu'on dévalorise, parce que en fait, c'est pas quoi qu'il vote, ça changera pas grand-chose, ça exprimera quelque chose, mais ça ne sera pas une décision. Donc on va envoyer des gens aller voter, qui derrière diront « mais moi j'ai voté et il s'est rien passé ». Donc si ces maires étaient gaulliens, ce qu'ils feraient, c'est qu'ils diraient si la participation à ce référendum est inférieure au municipal, on démissionne. Là, ce serait courageux, là, ce serait gaulien. Mais là, ce qu'ils font, c'est juste quelque chose qui est démagogique, qui participe à tuer la démocratie. Je ne suis pas du tout sûr qu'ils perdent cette bataille, en plus. Ce téléphérique de Francheville, pour l'instant, ils sont plutôt en train de la gagner. On va voir ce qui se fera. Donc, ils auraient pu tout à fait négocier un vrai référendum sur l'ensemble du territoire, Francheville compris, parce que ça concerne quand même Francheville aussi, sans doute une partie de Lyon aussi, et puis là, vraiment laisser le peuple trancher. On sait que Francheville, c'est parce que le maire, lui, est plutôt pour, donc on le voyait mal organiser un référendum sur sa commune. Au risque de recevoir... Pas maintenant en pleine concertation. Oui. Il faut laisser faire la concertation, que les gens aient les moyens, puis ensuite on organise un vrai débat et un vrai référendum. Sur le calendrier, Agnès, vous êtes d'accord ? Il aurait fallu le faire ou avant ou après la concertation et pas 2 semaines après le coup d'envoi
de l'exercice. Il aurait fallu sans doute mieux l'organiser. Après, moi, je suis pour les référendums locaux, je l'ai toujours été, je l'ai toujours défendu. Donc, en fait, je trouve que c'est un exercice, justement, qu'on ne pratique pas suffisamment dans notre démocratie. Alors, peut-être que là, bâclé, effectivement, les conditions ne sont pas optimum. Mais cela dit, je pense que sur ce sujet-là, on voit bien que les gens sont, en tout cas dans toute la zone Sainte-Foy, etc., les gens sont effondrés par cette nouvelle. Et donc, en fait, il y a un moment donné, il va quand même falloir réussir à faire exister ce débat-là. Ils ont l'impression qu'en fait, ça va leur tomber dessus et qu'ils n'ont aucun recours. Vous voulez dire le... Oui, et en plus... Ça a été mal accroché, on est désolé. Donc voilà, donc en fait, si vous ne faites pas ça, si vous ne mettez pas les gens autour de ce sujet avec la possibilité de s'exprimer dessus, je pense que ça va vraiment mal se passer. Donc, Est-ce que c'est pas pire justement pour des gens qui sont dans l'expectative, on ne sait pas où va passer le téléphérique, on ne sait pas s'il y aura un pylône dans mon jardin, ils sont au fond du trou, comme vous dites. Imaginez, et en plus, de poser cette question, c'est lunaire. Et en plus, on leur rajoute par-dessus la possibilité de voter, mais ça ne sert à rien. Peut-être que lundi, ils seront tout contents parce qu'il y aura eu 90% de non, mais au final, les écologistes, ils font bien ce qu'ils veulent. Il y avait quoi, 10% de participation ? C'est bien le problème. Peut-être. C'est bien le problème. Non, mais effectivement, c'est pour ça qu'il faudrait effectivement l'organiser de manière... au niveau de la métropole. En tout cas, par la métropole de Lyon, plutôt que par les mairies. En concertation entre la métropole et les mairies, oui. De manière à ce qu'effectivement tous les points de vue puissent s'exprimer et qu'il n'y ait pas un parti qui prenne le lead là-dessus, quoi. Après, la métropole, je pense qu'effectivement, une grande partie des gens que ça concerne sont dans la métropole, mais on peut penser qu'il y a des gens qui sont à l'extérieur de la métropole et qui auront à utiliser ce... Au niveau de l'Ouest lyonnais, voilà, effectivement. Vous pensez à qui ? Eh bien, par exemple, je ne sais pas, moi, si vous êtes... après Craponne, il y a quoi là-bas ? Craponne, c'est dans la métropole ? Oui, Grézieux, La Varenne. Oui, voilà, Grézieux. Vous êtes à la Grézieux. Vous savez bien que rentrer à Lyon, c'est l'enfer. Mais vous faites le début en voiture, vous parquez votre voiture à Francheville. C'est pas prévu, je pense. Je crois que... Il faut venir en vélo à Francheville et après, vous montez dans le téléphérique. Vélo. Il n'y aura pas de parking relais, Romain. Ah bon ? Bah non. Et voilà. Vous allez venir en vélo ? Bah oui. Mais vous ne pouvez pas mettre votre vélo dans le téléphérique ? Ça sera peut-être prévu. Et Ça voilà, dépend de la configuration. Voilà, comme les skis. Vous savez, quand on est sur les trucs, on met des skis derrière. Bah là, il y aura un petit accroche vélo. C'est quand même plus encombrant un vélo C'est qu'une vrai, paire de skis, quand même. Oui, non, mais je veux dire, c'est pour ça qu'on fait la concertation. On fait la concertation pour dire, est-ce que les cabines pourraient avoir des accroches vélos pour les gens qui viennent du nom dont vous avez parlé, là, ils se posent à Francheville, ils mettent leur vélo dans le téléphérique, ils arrivent à Gerland, et là, hop, ils finissent leur trajet. Et donc, si vous voulez, ces gens-là, pourquoi on leur demande pas leur avis ? Parce qu'ils sont... On devrait faire un télésiège, parce que ça fonctionne en télésiège. Non, mais alors après, télésiège, vous allez encore râler parce que c'est pas chauffé. Mais il faudrait un chauffage. Ah, c'est vrai, est-ce qu'on va chauffer effectivement les téléphériques ? Vous avez raison. Non, mais après. Non, mais les télésièges, ça fonctionne, parce que ça, on le voit en montagne. Vous pouvez monter avec votre VTT. VTT. Mais oui, c'est ça, on était les VTT. Je pense qu'il faut que. Oui, on peut être force de proposition mais sur absolument. ce projet. On va appeler Bruno. Non, vous devez avoir le numéro de Vauquier, vous, non ? Non, non plus, non. Raphaël. Ah, peut-être. Il y a une question qu'on n'a pas abordée sur ce téléphérique, c'est qu'on l'aborde toujours sur la question de la desserte de l'Ouest lyonnais, mais jamais de la question des Lyonnais. L'accès à la nature, quand on est à Lyon, il est quand même très difficile. On va pouvoir. On a peu de zones sauvages à Lyon. En fait, on compte les fleuves, mais en réalité, on ne profite pas des fleuves. On a un Natura 2000 sublime, là, à mes yeux. Le Grand Large. Oui, il faut aller au Grand Large. Mais le Grand Large, vous y êtes déjà allé en transport en commun ou à vélo ? Il y a le 86. En vélo, c'est 45 minutes. Ah oui, vélo, et en bus, si vous y allez le week-end en famille, vous ne le faites pas compliqué. En fait. C'est 1 heure, il y en a toutes les 2 heures. C'est vrai, c'est pas une... La nature n'est pas accessible depuis Lyon facilement. Là, on aurait un téléphérique qui pourrait partir du centre-ville, qui nous amène effectivement vers Francheville. Donc nous... Moi, je pense que pour la ville, ce serait effectivement... On veut être consulté par référendum, nous qui habitons à Gerland. Pardon, mais une fois que vous êtes à Francheville, vous... Et là, on va marcher. Mais Francheville, la campagne n'est pas loin, mais si vous voulez, si vous avez tout Lyon qui déboule dans le chemin de... Ça ne sera pas tout Lyon. C'est pas un village du Gers, Francheville. Vous arrivez en centre-ville. Non, mais c'est ça, on n'est jamais allé à Francheville. Raphaël et moi, on n'est jamais allé à Francheville. Je suis déjà allé à Francheville. Allez. J'ai connu plusieurs maires de Francheville, mais bien sûr. Ça devient intéressant vers Iseron. Oui, c'est ça, il faut aller un petit peu... Enfin, il faut marcher. Oui, on marche un peu. C'est un village un peu étalé. Voilà, c'est un départ de balade. Vous, avec vos baskets là, vous pouvez tout à fait aller marcher jusqu'à Francheville. Non, de Francheville à Iseron. Oui. Surtout si on peut mettre les vélos. Surtout si, grâce à mon projet, pas le vôtre, on peut mettre les vélos. Donc vous voyez, pourquoi nous, les habitants du Gerland, ne seraient pas concernés par ce référendum ? Si on fait un référendum, je sais pas quoi, ou l'un, on veut aussi que le 7e arrondissement soit dans le référendum. Mais en fait, vous êtes de la ville et vous voulez tout. En fait, vous voulez la ville, vous voulez la campagne. Parce que vous n'êtes pas pour le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. Je sais que c'est difficile en principe dans la vie. Oui, moi aussi, je sais que c'est difficile. Vous n'avez pas une raison pour ne pas essayer.
Allez, on arrive au terme de notre émission. Partagez, commentez, abonnez-vous. J'ai l'impression d'être un youtubeur. Merci pour votre fidélité. Je vous dis à vendredi prochain pour un nouveau numéro de Lyon Politique.